Ce travail a été réalisé par l'équipe 6, composée d'Angèle Banville, Florence Foillette et Andréane Poitras. Il porte sur l'ataxie cérébelleuse. Cette vidéo ne représente pas des conseils médicaux ou professionnels. Il s'agit d'un travail étudiant réalisé dans le cadre du cours Neurosciences 2 du programme d'ergothérapie de l'Université Laval. Les autorisations concernant le contenu protégé par les droits d'auteur ont été obtenues. Dans la présente capsule narrée, nous allons vous présenter une définition générale de l'ataxie, vous présenter les différents types d'ataxie, faire des liens entre le cervelet et l'ataxie, vous présenter des symptômes de l'ataxie cérébelleuse, vous parler de la prévalence de l'ataxie cérébelleuse, vous parler ensuite des causes et des facteurs de risque liés à l'ataxie, pour vous parler enfin du rôle de l'ergothérapeute et des traitements possibles. Ainsi, il demeure possible de se demander que nous enseignent les neurosciences par rapport à l'ataxie cérébelleuse. La présentation qui suit vous permettra de répondre à cette question. Par ailleurs, il est important d'en apprendre davantage sur l'ataxie cérébelleuse, car les multiples causes possibles de cette maladie rendent le diagnostic et le traitement difficiles. De plus, il s'agit d'une clientèle rencontrée en ergothérapie. Pour ce qui est de la définition générale de l'ataxie, on peut la définir comme étant une atteinte de l'équilibre et de la coordination qui n'est pas due à une faiblesse musculaire. Il existe différents types d'ataxie. Donc, premièrement, il y a l'ataxie acquise, dont les symptômes se développent suite à un AVC, traumatisme, tumeur ou autre problème qui touche le cerveau et le système nerveux. Il y a aussi l'ataxie héréditaire, dont les symptômes se développent lentement au cours des années et est héréditée due aux anomalies génétiques des parents. Finalement, il existe l'ataxie idiopathique qui entraîne une ataxie cérébelleuse. Cette ataxie atteint le cerveau progressivement pour aucune raison connue. Dans les ataxies cérébelleuses, il existe deux types, dont les ataxies cérébelleuses héréditaires, qui comprennent les ataxies cérébelleuses autosomiques dominantes, les ataxies cérébelleuses autosomiques récessives, les ataxies cérébelleuses liées au chromosome X et les ataxies cérébelleuses mitochondriales. Il existe les ataxies sporadiques, qui font aussi partie des ataxies cérébelleuses, qui comprennent les ataxies cérébelleuses symptomatiques. Il est possible de faire un lien entre le cervelet et l'ataxie cérébelleuse. En effet, le cervelet est responsable de la coordination des mouvements et de l'équilibre et est également utile pour les apprentissages et la mémorisation d'habiletés motrices. De plus, il reçoit des informations relatives aux commandes motrices émises par le cerveau et les intègre afin de coordonner les activités motrices et perceptuelles. Une lésion du cervelet entraîne une dysfonction de la coordination et la contraction et décontraction des muscles et empêche des automatismes appris dans notre jeunesse, comme la marche, ce qui représente les symptômes de l'ataxie cérébelleuse. Pour ce qui est des symptômes reliés à l'ataxie cérébelleuse, on peut retrouver une dysarthrie, un nystagmus, des mouvements des yeux non coordonnés, une démarche instable. Ça peut également affecter la déglutition, la mastication, la respiration ainsi que l'écriture. Au niveau de la prévalence, on retrouve majoritairement l'ataxie cérébelleuse chez des jeunes enfants d'environ 3 ans. Je vais maintenant vous présenter une autre cause possible de l'ataxie. Les études sur cette cause-là ont été faites auprès de patients atteints d'ataxie spinocérébelleuse, qui est un type d'ataxie cérébelleuse. On parle ici de la dysfonction des canaux ioniques. Cette cause-là va mettre en lien la fonction des canaux ioniques, les décharges des neurones de Purkinje et les réponses motrices du cervelet. Pour vous permettre de mieux comprendre pourquoi une dysfonction des canaux ioniques pourrait mener à l'ataxie, je vais vous faire un rappel sur le principe du potentiel d'action. Donc, la première phase du potentiel d'action va être celle de repos. Donc, la membrane des neurones va contenir des canaux ioniques, par exemple de sodium et de potassium. Puis, au repos, les canaux sont fermés, donc le potentiel de la membrane va être maintenu. Lors de l'apparition d'un stimuli, certains canaux sodium vont s'ouvrir pour laisser le sodium entrer dans le neurone et ça va produire la dépolarisation de la membrane. Si la dépolarisation est assez importante, un potentiel d'action va alors être déclenché. La dépolarisation se continue puisqu'il va y avoir de plus en plus de sodium qui va entrer dans la cellule, puis les canaux potassium, qui ne sont pas encore ouverts, ne pourront pas laisser sortir le potassium. Ainsi, le milieu intracellulaire devient de plus en plus positif par rapport au milieu extracellulaire. Ensuite, la phase de repolarisation va s'enclencher. Les canaux sodium se ferment et les canaux à potassium vont s'ouvrir, ce qui va permettre la sortie du potassium,
de sorte que le milieu intracellulaire redevient négatif. La dernière phase est celle d'hyperpolarisation. Donc les canaux à sodium sont encore fermés, mais les canaux à potassium vont être encore ouverts et c'est ce qui va causer l'hyperpolarisation. Finalement, il va y avoir une réouverture graduelle des canaux à sodium pour finalement avoir un retour à la normale. C'est toutes ces étapes-là ensemble qui vont permettre de créer le potentiel d'action pour que l'influx nerveux puisse se propager. Ainsi, une dysfonction des canaux ioniques ne permettra pas le processus du potentiel d'action de se déclencher. En ne se déclenchant pas, la propagation de l'influx nerveux ne pourra pas se faire le long de l'axone et l'influx nerveux ne se rendra pas au niveau du système nerveux. Maintenant que je vous ai parlé de la fonction des canaux ioniques, je vais vous parler de la décharge des neurones de Purkinje. Donc les cellules de Purkinje vont recevoir les connexions synaptiques des fibres nerveuses qui entrent dans le cervelet. Elles transmettent ensuite cet influx nerveux le long de leur axone vers les noyaux cérébelleux. Les cellules de Purkinje sont soumises au principe du potentiel d'action que je vous ai expliqué auparavant. En résumé, une dysfonction au niveau des canaux ioniques empêche la transmission de l'influx nerveux. De plus, les cellules de Purkinje sont présentes dans le cervelet et elles permettent la transmission de l'information. Ainsi, une dysfonction au niveau des canaux ioniques des cellules de Purkinje apporterait des problèmes moteurs. En effet, ces cellules sont présentes au niveau du cervelet et c'est le cervelet qui est responsable de la coordination des mouvements. Quelques groupes de maladies peuvent causer l'ataxie cérébelleuse. Par exemple, les infections et la carence en vitamines en font partie. L'ataxie cérébelleuse peut varier de chronique dégénérative à sévère résultant d'un trauma. Le tableau précédent indiquait certaines catégories de causes d'ataxie sévère. Les symptômes de ce type d'ataxie apparaissent dans les 72 heures suivant l'événement. Ce type d'ataxie est très commun en enfance et résulte souvent d'une infection. Par exemple, une infection bactériologique causant une méningo-encéphalite peut se développer en signe d'ataxie cérébelleuse. La bactérie Listeria monocytogène est celle qui engendre le plus souvent l'ataxie cérébelleuse sévère. Il y a différents facteurs de risque à l'ataxie, comme la transmission autosomique dominante, des infections virales, des troubles au niveau cérébral, un trouble au niveau du système nerveux, ainsi que la génétique. Avec l'information que vous avez maintenant sur l'ataxie, nous allons vous présenter une courte mise en situation. Donc, un jeune adulte reçoit un diagnostic d'ataxie cérébelleuse. Il rencontre des problèmes au niveau de l'équilibre et de la coordination. Il est alors référé en ergothérapie. Les prochaines diapositives vous permettront de mieux comprendre le rôle de l'ergothérapeute auprès d'une clientèle qui a de l'ataxie cérébelleuse. Le rôle principal de l'ergothérapeute dans le traitement d'ataxie cérébelleuse est de travailler sur les AVQ qui comprennent l'hygiène, l'alimentation et l'habillage. De plus, le traitement de l'ergothérapeute est souvent concentré sur l'utilisation d'activités orientées sur la tâche, l'enseignement de stratégies liées à l'environnement, ainsi que des techniques de mouvement adaptées afin de maximiser l'autonomie et la sécurité du patient dans ses AVQ et AVD. Des exemples d'intervention peuvent être de suggérer des changements dans la résidence pour la rendre plus accessible et sécuritaire, de trouver des solutions pour économiser la dépense d'énergie dans l'exécution des tâches quotidiennes, de sorte qu'il leur en reste suffisamment pour faire autre chose, de recommander l'usage ou le remplacement d'un appareil qui est plus avantageux pour la mobilité et l'autonomie, obtenir des informations par le biais de questionnaires, d'entrevues et de mise en situation concrète, de guider la personne vers l'identification des difficultés et finalement de rechercher des services de soutien. Le travail est une occupation possible pour une personne atteinte d'ataxie cérébelleuse. La mise en place de stratégies d'adaptation ainsi qu'un travail intéressant pour la personne sont des éléments à prendre en compte pour que celle-ci ait envie de travailler. Par exemple, des adaptations au niveau de la position de travail afin que la personne ne se blesse pas dû au manque de coordination motrice peuvent être faites. Plusieurs travailleurs et non-travailleurs atteints d'ataxie cérébelleuse croient pouvoir contribuer à la société en travaillant. Aucun traitement n'est spécifique à l'ataxie cérébelleuse, mais certaines études démontrent que quelques médicaments et certains traitements en physiothérapie peuvent aider. Peu d'études sont faites et les échantillons de patients sont très limités. Par contre, il est tout de même possible d'affirmer que le riluzole, l'amantadine ainsi que le varenicline sont trois médicaments ayant les meilleurs résultats.
Le traitement de la maladie dépend directement de la cause de celle-ci. Par exemple, la chirurgie est nécessaire dans le cas où l'ataxie provient de saignements cérébraux, des médicaments fluidifiant le sang lors d'un accident vasculaire cérébral, des antibiotiques et des antiviraux lors d'infections, puis des stéroïdes dans le traitement de l'inflammation du cervelet. En conclusion, la définition de l'ataxie cérébelleuse, les différents types d'ataxie, le lien avec le cervelet, les causes et les facteurs de risque ont été présentés. De plus, le rôle de l'ergothérapeute en lien avec la mise en situation a été décrit, ainsi que quelques traitements possibles. Les neurosciences nous enseignent plusieurs éléments en lien avec l'ataxie cérébelleuse. Par contre, plusieurs études pour mieux comprendre l'ataxie sont encore nécessaires. Par exemple, pour les futurs traitements, une meilleure compréhension de la génétique serait intéressante. En effet, les facteurs génétiques de l'ataxie sont encore mal compris. Plus d'études dans ce domaine permettraient d'identifier les gènes responsables de l'ataxie et cela aiderait pour les futurs traitements. Nous vous souhaitons une bonne fin de session et un joyeux temps des fêtes.